Salut, alors, c'était bien Ken? Ouais, bon, c'était pas mal. Vous avez vu des trucs cool, des cadeaux? Un peu. Non, pas de Franchement, ils ont été très légers, ils ont pas été super cool. Présentation très rapide, vraiment, mais quasiment rien de... Et des exclus? Non, rien. Non, les exclus, on peut faire une croix dessus, hein. Franchement, exclus, il n'y a rien eu. Des petits goodies? Non, alors là... non, rien du tout. Alors là, Non. faut s'asseoir dessus. Et des démos? Des démos. Non. Des démos? Non. Ah bon? Bon, c'est dommage. Ah ouais, non, mais C'est bizarre. Ouais. Moi je fais ça. Yeah! Bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut. Et on est de retour dans cette vidéo du vendredi, puisque la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo du vendredi. Mais non. Ah, quelle déception. Et oui, c'est normal parce que justement on était au Festival international du jeu qui se déroule à Cannes. Et quand je dis nous, c'était Jeff, Antoine, Alice et moi-même. On va faire un petit récap évidemment dans cette... pour voir un petit peu toute cette sélection qu'il y avait eu dans les jeux. Ce sera ce soir. Exactement, ça sortira ce soir, donc restez attentifs, parce que vers 18h il va y avoir une petite vidéo récap de Cannes. En attendant, on va reprendre évidemment les vidéos du vendredi avec les nouveautés, et on commence tout de suite avec nouveauté retour en stock, peut-être nouveauté pour certains, mais retour en stock pour d'autres, puisqu'il s'agit de Paper Dungeons. Si je devais choisir un roll and ride qui m'a vraiment... qui m'a vraiment étonné dans sa mécanique et dans sa richesse de jeu, c'est Paper Dungeons. Paper Dungeons, c'est pour 1 à 8, c'est à partir de 10 ans, c'est une demi-heure la partie. C'est juste énorme, c'est chez les Super Meeple. Pour moi, c'est un des meilleurs roll and ride qui existent. Alors, son thème, évidemment, c'est du dungeon crawler. Donc, si vous aimez ça, tant mieux. Pour ceux qui sont fans un peu de Welcome to the Moon, évidemment, toute la gamme des Welcome. Pour tout ce qui est fan de roll and ride un peu plus poussé, voilà, ça c'est la gamme des Welcome to the Moon et tous les Welcome. Pour ceux qui sont fans également de Demeter, c'est un peu dans ce côté-là, c'est un peu costaud. Paper Dungeon, il y a ce côté où effectivement on va jeter des dés noir et blanc, et en fonction en fait de vos classes de départ, vous avez le choix de prendre différents dés. Ces différents dés vous servent, alors un petit peu comme à la tréfutée, à cocher différentes cases à différents endroits, notamment pour gagner des potions, pour améliorer différents équipements, notamment les différents niveaux de vos aventuriers, pour vous balader dans un donjon, tout ça pour vaincre des boss. Je la fais très rapidement parce que je peux pas vous en parler, j'en avais beaucoup parlé à sa sortie. J'adore ce jeu, je trouve que c'est un des meilleurs roll and ride qui existe, très complet, très poussé, et c'est vraiment full combo, on traverse le donjon, on arrive à des boss, on leur fout des tatanes comme il faut. Certains boss en plus sont des classes qu'ils détestent, donc vous essayez de booster vos différentes classes pour justement essayer de vaincre les différents boss au mieux. C'est efficace Paper Dungeon, franchement. Et il était tombé en rupture le jour de sa sortie. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est retour en stock, mais comme il est resté en rupture depuis au moins 6 mois je crois. En plus, ouais. Même plus. Donc c'est peut-être une nouveauté pour certains. Là on arrive sur de la vraie nouveauté, et ce coup-ci c'est une nouveauté de chez Yellow. Smash Up édition Marvel. Smash Up Marvel, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, qu'est-ce que Smash Up? Smash Up, c'est un des jeux de cartes que je kiffe, parce qu'en fait c'est un principe tout bête, c'est que vous avez des factions dans une boîte de base. Dans l'autre c'était les extraterrestres, les dinosaures, les robots et j'en passe, les ninjas. Et en fait vous prenez deux factions qui sont composées chacune de 15 cartes je crois, et en fait vous les mélangez, peut-être 20 cartes. Vous mélangez ces deux paquets et du coup ça vous donne les tyrannosaures robots, ou les ninjas et les aliens. Truc complètement loufoque. Et avec ces cartes là, vous essayez de conquérir des bases. Donc ici vous avez différentes bases, et en fait vous avez un système de scoring. Celui qui aura la présence la plus forte gagnera 5 points, le deuxième 3 points et le troisième 2 points. Et en fait cette présence là elle est représentée à travers des forces de cartes. Donc chaque carte a sa force, vous les jouez les cartes sur des bases, évidemment ce sont des créatures, et vous avez des cartes qui sont des effets, qui sont des cartes que vous enclenchez, puis elles se défaussent après. C'est un jeu de majorité en fait, et il y a toujours un bon timing, parce qu'il faut atteindre une certaine force qui est inscrite en haut à gauche de la base, et c'est cette force totale de tous les joueurs qui va déterminer du coup quand est-ce que la base sera conquise par les joueurs. C'est un jeu énorme, et là vous allez avoir un thème Marvel. Donc maintenant les factions, c'est plus des aliens, enfin ça peut être des aliens, mais là du coup c'est plus des ninjas, des robots et des dinosaures. Ça va être les factions de Marvel. Donc vous avez les Spider-Man, les Avengers, les Maîtres du Mal, vous avez, j'ai déjà dit les Avengers, c'est les Sinister Six, enfin bref, toutes les factions qu'on connaît très bien de Marvel sont réunies dans ce Smash Up Marvel. Voilà, je vais laisser la place à mon collègue Antoine.
Hello coucou. Est-ce que vous aimez les artichauts? Pas trop. Pas trop? Bah, regarde comme il est triste de cette réponse. Mais c'est pas grave, parce que si tu n'aimes pas les artichauts, il y a plein d'autres légumes. Il y a les pommes de terre, du poivron, il y a de la betterave. Qu'est-ce que c'est que la fin des artichauts? C'est un petit jeu de deck building accessible, hyper familial. Ça me fait très plaisir parce que des petits jeux de deck building familiaux, bah, il n'y en a pas vraiment à ma connaissance qui existent. Et celui-ci, vous allez voir, il est très simple. Le principe, bah, en début de partie, tout le monde va recevoir 10 artichauts, ok? Il va y en avoir 5 dans votre pioche, il va y en avoir 5 dans votre main. Et on va jouer chacun notre tour. Et bah... à votre tour, vous allez jouer toutes les cartes qui sont dans votre main. Hein. Donc bah là, je vais pouvoir jouer tous mes artichauts. Ces artichauts, que font-ils? Rien du tout. Voilà, ils servent à rien. Mais avant de les jouer, je vais heureusement avoir le droit d'aller chercher un autre légume. Donc là, comme dans la plupart des jeux de deck building, il y a un marché. Je vais pouvoir prendre une carte. Par exemple, je veux prendre la pomme de terre ici. Je fais son effet tout de suite. Hop, révélez la première carte de votre pioche. Si c'est un artichaut, mettez-la au compost. Sinon, placez la carte révélée dans votre défausse. Oh, quelle surprise, c'est un artichaut, il va au compost. Compost, ça sort du jeu, ok? Ma pomme de terre va dans ma défausse, mes artichauts vont dans ma défausse, et là je vais piocher bien des nouvelles cartes. Donc je vais mélanger, hop. Et si à ce moment-là, donc là c'est encore des artichauts, hein, si à ce moment-là je n'ai pas d'artichaut dans ma main, s'il y a 0 artichaut, je gagne la partie. Et voilà, vous savez jouer à la fin des artichauts. Il brille vraiment par sa simplicité. Et puis l'air de rien, les petits légumes, les autres, donc là on va récupérer la petite pomme de terre, eh bien ils sont très nombreux, ils ont chacun un petit effet bien sympa. Ça peut être des petits effets où vous allez faire votre petit bout de chemin dans votre coin et eh bien petit à petit enlever les artichauts en prenant plus ou moins de risques. Ça peut être aussi un moyen d'attaquer les autres joueurs. Ben ouais, parce que c'est hyper évident en fait. Le premier joueur, la personne qui commence la partie, a un petit avantage par rapport aux autres. Bah on va lui faire payer son avantage. On va s'associer contre cette personne-là. Et puis bah ça va rebattre un petit peu les cartes. Il faudra déterminer qui autour de nous est la personne qui a le plus d'avantages et lui mettre des bâtons dans les roues. Et on va pouvoir aussi s'entraider grâce à certains légumes. Bref, c'est mignon comme tout. Je trouve ça très malin. C'est dans la gamme Gigamic des petites boîtes métal. C'est un jeu de Emma Lorkins et c'est un jeu de 2 à 4 personnes à partir de 10 ans. On va aller sur quelque chose d'un peu moins réjouissant, un peu moins familial, un peu moins joyeux, mais néanmoins très qualitatif, avec le Bureau of Investigation. Bureau of Investigation qui, à l'instar des artichauts, c'était sorti la semaine dernière, mais oui, mais la semaine dernière c'était Cannes. Donc on a un petit peu de retard sur les jeux, mais on se rattrape. Bureau of Investigation, c'est un jeu qui vient rejoindre la gamme Sherlock Holmes Détective Conseil. Mais on va un petit peu changer d'ambiance. Puisque déjà on va changer d'ambiance géographique. Nous sommes en Nouvelle-Angleterre et on va changer d'ambiance littéraire, puisque l'auteur Grégory Privat, qu'on connaît bien puisqu'il était passé nous présenter le jeu à la boutique, c'est un ami du patron, donc voilà, on le connaît très bien. Bonjour Greg. Salut Greg. C'est un fan, un véritable fan assidu des écrits de Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, et c'est très inspiré, même judicieusement inspiré de ces écrits là, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux Lovecraft, Cthulhu qu'on nous sert à l'appel, alors moi c'est tant mieux, hein, je suis le premier heureux, j'adore ce genre d'univers, sont souvent des jeux très pulp, à savoir comment dire, on va pouvoir un peu combattre le mal avec des choses très fantastiques, très fantasques. Et bien non, là on est paradoxalement dans quelque chose de très réaliste dans son approche, et petit à petit l'horreur, le fantastique, le fantastique horrifique va s'immiscer dans l'histoire et on va glisser tout doucement dans l'horreur comme dans les écrits de Lovecraft. Il y a donc 5 enquêtes dans cette boîte, on est en train de vous filmer un petit peu le matériel, alors ne craignez rien, il n'y a pas de spoil comme ça. On a tout caché le spoil. Le matériel normalement ne vous donne pas beaucoup d'indications sur ce que vous allez, sur vos enquêtes en tout cas. Donc 5 enquêtes, donc là peut-être que si vous êtes habitué de la gamme Sherlock Holmes Détective Conseil, vous dites mais d'habitude il y en a plus. Ouais, mais pas d'inquiétude, il y a vraiment du temps de jeu, il y a vraiment du contenu, et surtout là où c'est très fort, c'est qu'il y a des gros twists, twists mécaniques qui s'accompagnent, vous vous en doutez très souvent, de gros twists narratifs. Mais alors vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, parce que ce qui est génial, c'est qu'à chaque nouvelle enquête, il y a un nouveau twist auquel peuvent en tout cas venir s'ajouter les twists mécaniques que vous avez déjà eu jusqu'ici. Donc la complexité du jeu va aller croissante à votre rythme, mais en tout cas vous aurez tout le temps des surprises, je vous l'ai dit, autant au niveau mécanique que narratif. Pour ceux qui ne connaissent pas
la gamme Sherlock Holmes, bah là je peux récapituler parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Ce sont des jeux d'enquête coopératifs, on va se mettre autour de la table, on va avoir des belles grosses enveloppes comme ça, bien grasses, pleines de matériel, minutieusement Écrit et illustré, documenté. édité. Il y a un vrai travail d'auteur en fait sur ce jeu, donc un vrai travail d'écriture. Et on va se partager le matériel. Et chaque enquête commence un petit peu de la même manière, après ça peut partir dans plein de directions. On a il y a eu un crime en général, donc on a notre point de départ, et on va pouvoir naviguer de paragraphe en paragraphe, un petit peu comme dans un livre dont vous êtes le héros. À la fin d'un paragraphe, on peut soit aller sur une solution A, soit sur une solution B, ou alors on peut carrément avoir une carte comme ceci, avec plein de lieux à aller explorer, plein de personnages, pourquoi pas, à aller interroger, et on va prendre des décisions. On n'a pas droit à prendre X décisions, on n'a pas le droit d'aller explorer toutes les possibilités. Bah non, évidemment, on est limité dans le temps, et ça, dans la mécanique de jeu, on est limité par un nombre d'essais. Donc il faudra d'une certaine manière optimiser, prendre les meilleures décisions, en fait, tout simplement. Donc voilà, en gros, j'espère que j'oublie rien. On a eu la chance d'y jouer rapidement en avant-première il y a quelques semaines, donc c'était très très frais dans notre esprit, mais ça allait beaucoup moins. En tout cas, on a vraiment adoré, et c'est frustrant parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir vous dire, mais non, je ne vous dirai rien, parce que justement, le principe, le bonheur, ça va être le twist, ça va être la découverte. En tout cas, si vous aimez les jeux à la Sherlock Holmes Détective Conseil, ou même les jeux d'enquête tout court, on est sur quelque chose d'hyper moderne, hyper léché. Si vous êtes fan de Lovecraft, foncez aussi. Et puis surtout, n'ayez pas peur de vous dire oui mais d'accord, mais s'il y a des histoires de fantômes et de démons, du coup ça peut être n'importe quoi la résolution de l'enquête. Non. C'est toujours, il y a toujours une raison, il y a toujours une logique, il y a toujours un fil rouge qui va vous conduire, qui a sa logique à lui-même dans son univers. Bref, c'est du beau boulot d'auteur, c'est Bureau of Investigation. Hey, me voilà devant la caméra. Salut Antoine. Hello. Salut. Alors moi je suis là pour présenter la gamme que j'aime tant d'amour. C'est Similo, voilà, Similo de chez Gigamic. Et bien maintenant on a Similo Harry Potter. Voilà, Similo se lance dans les licences. Est-ce que ce sera Disney la prochaine? Je ne sais pas, mais je l'espère. Voilà. Harry Potter, donc voilà, ici on a les petites illustrations faites par notre chère Nayad. Là donc Similo, pour rappel, un jeu de devinette coopératif par élimination, où vous allez faire deviner un personnage qui aura été tiré au hasard au reste des joueurs, en utilisant d'autres personnages que vous aurez en main, voilà, et qui seront vos indices. Hop, j'en ai 5 en main. Moi, on va dire que je devais vous faire deviner Sibylle Trelawney, la prof de divination. Et donc, je vais choisir un des personnages qui est dans ma main, et je vais dire que, elle a, un rapport avec Nick Quasi sans tête. Et comment je le dis? En mettant la carte de ce côté-là. Si je l'avais mise comme ça voulait dire que le personnage que vous faire deviner n'a pas de rapport avec. Et mon raisonnement est parfaitement logique, elle a un rapport puisqu'elle elle fait de la divination, donc les trucs de fantômes, ça doit la connaître, non? Et si on n'est pas d'accord, on va peut-être perdre, parce que là vous allez devoir sélectionner des personnages à éliminer au fur et à mesure du jeu pour qu'à la fin il ne reste que la bonne. Si évidemment vous êtes très nul et que vous avez très mal interprété mon indice et que vous enlevez celle qu'il fallait deviner, on a tous perdu. À chaque fois, vous ajouterez des indices pour resserrer l'entonnoir. La grande subtilité, c'est que le maître du jeu, celui qui fait deviner, ne peut jamais confirmer ou infirmer que vous avez bien interprété ces indices. Voilà, donc là c'est intéressant, premier essai, Alex devait me faire deviner Harry Potter. Dans le Similo Harry Potter, à peu près tous les personnages ont un rapport avec Harry Potter. C'est clair. Voilà. Donc voilà, ça c'était Harry Potter Similo. À toi Antoine. Salut, je ne suis pas Antoine, je suis Alex. C'est pareil, cheveux longs, il présente des jeux, il a une moustache, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Je suis ici pour vous parler de Azul, le 4e déjà de la gamme, qui s'appelle Azul, le jardin de la reine. Vous prenez Azul pavillon d'été, vous le mélangez à du Quirkle, en gros, et ça vous donne le jardin de la reine, du coup, Azul, de Michael Kisling. Un jeu dans lequel on va essayer d'agencer son très beau jardin, pas le nôtre évidemment, celui de la reine, mais on va essayer de l'agencer au mieux pour faire le plus de points de victoire. Les points de victoire, vous les marquez entre autres sur donc ce petit plateau là avec la roue. Donc pendant la partie, vous allez marquer des points en fonction des motifs et des couleurs. Et à la fin de la partie, comme vous allez créer comme ça des ensembles de couleurs et de motifs, vous allez aussi essayer de marquer des points en fin de partie avec couleurs et motifs adjacents. Comment ça se passe un tour? En gros, vous allez avoir
Une partie va durer 4 manches. À chaque manche, ça va se dérouler comme suit. On fait une succession de tours entre récupérer des petites tuiles et ou des agrandissements, qui sont ces tuiles-là en fait. Donc ça, j'appelle ça des tuiles, mais ça, c'est aussi des tuiles. Bref, il faut essayer de voir ça comme ça, des tuiles et ça, des agrandissements. Voilà, ce sera plus clair. Donc en fait, ça va se résumer à prendre des tuiles et ou des agrandissements que je vais stocker ici dans mon entrepôt. Je suis limité ici à 12 tuiles et ici à 2 agrandissements. Et donc c'est là où il y a le côté un peu plus brainy. Pourquoi? Parce que lors de ma prise de tuiles ici, contrairement aux autres Azul, c'est que je peux prendre soit toutes les tuiles et ou agrandissements de même couleur mais de symboles différents, ceci étant des symboles, ou alors je peux prendre, et j'essaie pas de me tromper, tous les symboles identiques mais de couleurs différentes. Un petit exemple ici, je peux récupérer tous les jetons verts comme ceci, puisqu'ils sont bien de symboles différents, Ok. un arbre, une fleur, des papillons et puis une espèce de tulipe. Ou alors je pourrais très bien récupérer toutes les tuiles jaunes, donc ici j'aurais ceci, mais je pourrais également prendre ce petit agrandissement là, puisqu'il est marqué d'un jaune. Ok, Ils sont bien ok. de motifs différents. Donc mettons, là je prends mon exemple, je vais récupérer ceci, donc je vais récupérer le jaune, je dis que je prends le jaune, et je récupère ce petit agrandissement que je vais mettre ici. Je peux stocker que 2, ici jusqu'à 12. Ces petits jetons là, ce sont des jokers, ça peut me servir pour poser des tuiles. Alors comment je pose des tuiles? C'est là la petite subtilité. Dans le premier Azul, vous avez différentes lignes qui vous demandent de payer 1, 2, 3, 4 ou 5 petites tuiles. Là, ça va dépendre du motif. Vous avez sur le plateau personnel un récap. Un arbre, ça vous coûte une tuile. Un oiseau, ça vous coûte 2 tuiles. Les papillons, 3. Les fleurs ici 4, la tige ici 5 et ici 6. Ils ont fait un super travail sur les motifs pour un récap très rapide en lisibilité, parce que par exemple ici la fleur elle a 4 pétales. Ici vous avez 5 tiges. Ici vous avez 6 petites clochettes. Ok. À chaque fois c'est un récap comme ça. L'oiseau par exemple il a 2 ailes. Voilà, donc c'est toujours un petit récap. Donc là, pour vous faire un exemple, à mon tour plutôt de récupérer des tuiles, je peux très bien en poser. Et pour ce faire, je vais devoir payer le coût. Par exemple, si je veux poser cette petite tuile papillon, je dois payer 3 en incluant la tuile que je veux poser. Donc là, par exemple, je paierai ça, plus ça, plus ça. Pourquoi je paye avec ceci? Parce qu'en fait, ils sont de la même couleur. Donc pour poser à chaque fois une tuile, même contrainte que pour la prise, soit les tuiles que vous payez doivent être de même couleur mais de motifs différents, ou alors de motifs identiques et ou de couleurs différentes. Donc j'aurais pu également payer avec ceci. C'est bien 3 papillons. Évidemment, c'est un joker, mais je peux le poser. Et dans ce cas-là, quand je le pose, mettons que je veux poser celui-ci, et ben je peux le poser sur une petite tuile, adjacent, pareil, soit de même motif, mais de couleurs différentes, ou alors de couleurs identiques, mais de motifs... Non, je vais y arriver. Soit de motifs différents, mais de couleurs identiques, soit de motifs identiques, mais de couleurs différentes, Yes. comme on a ici. Bref, vous aurez compris que du coup, c'est un peu plus casse-tête à poser, et à chaque fois que vous payez vos tuiles, vous les mettez en dehors, et dès que le sac est vide, vous allez replacer toutes ces tuiles-là pour en refaire une nouvelle mise en place. On va à chaque fois renouveler le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vider une tuile en prenant différents tuiles, vous allez du coup révéler ceci qui maintenant vous permet de récupérer un agrandissement. Et au fur et à mesure, il y a des tuiles qui vont se révéler petit à petit en remplissant à chaque fois les différentes tuiles. Ici, du coup, à la fin d'une manche, on regarde. Par exemple, ici, le décompte, ça va se passer sur du vert, sur de l'arbre et sur du bleu. Donc, par exemple, le vert foncé, je regarde combien j'en ai. Je marque 1 point par tuile verte. Les arbres, pareil, je regarde combien j'ai d'arbres, je marque 1 point. Le bleu, pareil. Et ensuite, à la fin de la manche, hop, ce petit cran-là va se tourner d'un cran, du coup, et on le voit, les crans sont remarqués ici avec les petits traits. Et à la fin de la partie, on fait les majorités de couleurs. Donc, chaque ensemble sur le plateau qui est composé au moins de 3 tuiles bleues, vous allez marquer des points exponentiels en fonction des différents motifs. Ça, c'est marqué dans les règles, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est des points très très intéressants. Vous allez avoir ensuite les pareils pour les violets, et ensuite vous faites la même chose pour les motifs, arbres, oiseaux, fleurs, etc. Donc c'est un jeu où les points vont être, et j'ai même pas tout parlé comment on gagne des jokers, mais bref, je vais pas trop rentrer dans le détail. C'est un jeu qui est assez costaud, qui est assez brainy, mais en fait qui est très facile à prendre en main. C'est juste que vous êtes sans arrêt en train de réfléchir à chaque fois comment vous allez récupérer vos tuiles, comment les dépenser judicieusement pour bien les poser, pour bien agrandir votre jardin, pour bien l'agencer. Bref, moi je trouve que c'est vraiment un must un petit peu dans la gamme des Azul. Vraiment, j'ai une préférence pour Pavillon d'été. Je le trouve très simple, très fluide, avec des petites subtilités. Lui, il a mis un cran au-dessus sur la subtilité de prise et de pause. Donc voilà, si vous adorez la gamme d'Azul et vous vous dites « Ah, moi j'ai que le premier, Pavillon d'été, je suis passé à côté », franchement, foncez sur celui-ci parce qu'il est très efficace en sensation. Voilà, voilà. Ok.
Je suis là juste pour des petites extensions qui vont avec Muséum Pictura. On a déjà donc vernissage qui est ici où vous allez essayer de vous attirer les grâces des mécènes. En fait, la mécanique, ça va être de défausser des types d'œuvres que les mécènes apprécient particulièrement pour pouvoir gagner leur faveur. Voilà, c'est surtout ça la mécanique. Et on a aussi Crystal Palace, où cette fois vous n'aurez plus la main juste sur ce que vous mettez dans votre musée, donc quel tableau vous mettez dedans, mais en plus vous allez pouvoir agencer carrément votre musée, ajouter des nouvelles pièces, des nouvelles ailes, etc. Ça c'est vraiment, vous avez la main mise sur le musée lui-même, sur la structure. Donc voilà, les deux nouvelles extensions pour Muséum Pictura, où je le rappelle, vous êtes des conservateurs de musées de peinture. Voilà. On enchaîne avec une autre extension, mais qui est aussi un stand-alone et qui est une merveille vilainous, monstrueusement malsain. Parce que effectivement, c'est des méchants de Disney qui sont plutôt malsains. Je ne sais pas si vous reconnaissez déjà la silhouette. C'est Gaston. Il me dit quelque chose. Ouais. Gaston. Donc, dans Villainous, jeu asymétrique où chacun jouera un méchant de Disney, et bien ici vous avez 3 nouveaux méchants à jouer. Madame de Trémène, la belle-mère affreuse de Cendrillon. Gaston, le beauf débile. Oh, il a une de ses têtes, Gaston. Le beauf débile de La Belle et la Bête. Et le Seigneur des Ténèbres, beaucoup moins connu, qui est le grand méchant ténébreux, c'est un seigneur, comme ça dit, de Taram et le chaudron magique. Un Disney très controversé et peu connu, où notre cher Tim Burton a participé à la réalisation. Il s'explique sûrement pourquoi il est un peu bizarre comme film. Mais voilà, vous allez donc avoir ces 3 nouveaux personnages avec leurs nouvelles figurines. Mention spéciale, je trouve quand même au Seigneur des Ténèbres, hein, qui est très stylé. Ouais, très joli. Voilà, Madame de Trémène, elle va essayer de refourguer une de ses 2 filles au prince, en les mettant en robe de bal. Pauvre prince. C'est clair. Gaston, lui, il va essayer d'enlever les obstacles qui le séparent de la Belle. Et enfin, le Seigneur des Ténèbres doit réussir, un peu à la Maléfique, à réveiller ses gardes squelettes, à les ressusciter, donc en poser un sur chacun de ses petits royaumes. Voilà. Ok, est-ce que le pion de Gaston, c'est un torse velu? Alors velu non, je crois pas, c'est un torse, mais ils lui ont pas dessiné les poils. On sait qu'il est velu quand même, hein. Ah bah, dans la chanson ils le montrent bien. Mais là ils ont eu une certaine décence à ne pas montrer. C'est très bien, c'est très bien. Poils. Mais cet arrêté là, c'est parfait. Ok, on enchaîne avec un jeu de conquête que j'aime beaucoup. Oui, un jeu de conquête de territoire. Un jeu de conquête que tu aimes beaucoup? Oui. Bon, il est très beau, déjà, ça participe. C'est par le même studio qui a fait Res Arcana. Ouh, c'est qualitatif, ils font très peu de jeux, hein, mais quand ils les font, c'est pas qu'à moitié. C'est clair. Donc, First Empires, c'est un jeu de conquête qui va de, il me semble, 2 à 5, si je me souviens bien. Non, oui, 2 à 5, à partir de 14 ans, entre 45 et 60 minutes de jeu. À 2, on y a joué, je dirais même 30 minutes, parce que c'est extrêmement fluide, et c'est un des trucs qui fait que je l'adore, ce jeu. Donc on va avoir 2 plateaux, un plateau pour beaucoup de joueurs qui est celui-ci, et donc de 3 à 5 joueurs, et de l'autre côté un plus petit plateau pour 2 joueurs, voilà, qui force donc à l'interaction, hein, avec des territoires beaucoup moins espacés. On va chacun incarner une civilisation parfaitement imaginaire, hein, je n'ai pas réussi à les identifier, hein, Carthage, je sais pas si quelqu'un connaît, moi non. Quelqu'un est fort en géographie? Non, je suis nul en plus en histoire, alors non. Non, sincèrement, ça n'existe pas. On va chacun avoir du coup cette petite boîte là, vous voyez, chacun a sa petite boîte magnifique, où dedans vous allez avoir votre petit matos, les petits meeples, vos petites cités, vos petites cartes, etc. Vous allez avoir votre plateau de jeu. Et vous allez essayer de conquérir des territoires pour gagner des points de victoire qui vont surtout se représenter comme ceci avec les petits lauriers assez classiquement. Pour gagner des points de victoire, vous allez avoir plusieurs moyens. Améliorer votre plateau, qui sont sur cette petite frise là, ces petites colonnes. Réaliser des objectifs, des cartes que vous allez piocher au fur et à mesure de votre partie. Mais aussi en récupérant des villes adverses qui vont ressembler à ces petits jetons, voilà, que vous allez pouvoir, vous en aurez une de base posée dans votre capitale, et vous allez en poser au fur et à mesure aussi du jeu dans certains endroits que vous contrôlez. Les villes vont vous rapporter plus ou moins de points, ça va de 1 à 3, mais sauf que vous n'avez jamais le droit de regarder quelle valeur a votre ville une fois qu'elle est posée, et même quand les gens vous la récupèrent, parce qu'ils vous l'ont détruite, quoi, ils vous ont envahi, ils n'ont pas le droit de voir. Est-ce que je t'ai envahi une ville qui valait beaucoup ou pas? On verra à la fin de la partie. Mais voilà, ça c'est les principales façons de gagner des points de victoire. Un tour, comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, vous allez lancer les dés.
Eh oui, il y a des dés. Un jeu de conquête avec des dés. Hop. Vous allez en lancer autant que ce qui est marqué sur votre plateau, parce que ça c'est le grand twist. Chaque plateau est différent. Vous voyez, sur ce joueur-là, au tout début, vous commencez avec une relance de dés et 2 dés par contre. Vous lancez 2 dés. Alors que l'autre, hop, ici, il lancera 3 dés dès le début. Et ça, c'est une belle asymétrie. Bon, après, vous allez vous améliorer vos plateaux, donc vous pourrez peut-être vous égaliser, mais on verra ça. Donc vous avez lancé vos dés, lui du coup il pouvait en lancer que 2, voilà. J'ai lancé 2 dés, et maintenant j'ai le droit soit de refaire des relances, voilà, en fonction de ce que mon plateau m'autorise. Ici j'ai le droit de relancer une seule fois, et ensuite Super relance. Ouais, c'est très utile, hein, t'as vu. Ensuite je vais pouvoir me déplacer, et me déplacer, eh bien c'est... là j'ai combien de déplacements? J'ai 3 déplacements. Vous voyez, hop, colonne, déplacement. J'en ai 3 avec ce peuple. Donc je vais pouvoir prendre mes petits jetons et les déplacer. Hop, un déplacement c'est une traversée de frontière. Donc lui qui part de là à là, ça fait un déplacement. Lui qui part de là à là, ça fait 2 déplacements. Et je vais faire... allez, hop, lui il va aller là. Donc j'ai fait 3 déplacements. Et maintenant, je peux faire de la conquête. Je suis allée là, il y a déjà quelqu'un. Je vais le taper pour essayer de récupérer son pays. Je ne peux pas, pourquoi? Il faut que j'arrive sur un territoire avec strictement, enfin en tout cas, plus de petits bonhommes que celui que je vais envahir. Bon là je suis à égalité. Du coup j'aurais pas pu faire ça. Mais on va dire que j'ai été intelligente et que j'ai fait ça. Voilà. Là je l'ai eu. Le pays il est à moi. Comme dans Kitara, qui est un autre jeu de l'auteur de First Empire, les unités envahies ne sont pas détruites, elles se rapatrient là où vous voulez, dans votre pays. Donc toi, petit jaune que tu es Antoine, tu veux rapatrier où? Dans un des endroits que tu contrôles? Ici ou ici? Ouais. On va dire là. Voilà le petit pays là-haut, il me plaît bien là. Voilà. Ça s'appelle comment ça? Albion. Très bien, voilà. Je veux ça. Tu vas là parce que c'est stratégique, parce que peut-être que je vais continuer mon expansion et que j'aimerais t'attaquer là, mais bon, tu as un peu plus renforcé tes positions. Et ouais. Voilà. Si j'avais réussi à conquérir un endroit où il y avait une cité, c'est là où je récupère la cité, et qui me donnera des points à la fin de la partie, mais je ne sais pas de combien. Comme je vous l'ai dit, on ne regarde pas avant la fin de la partie. Et une fois qu'on a fait tout ce qui était déplacement, conquête, et bien maintenant on va pouvoir améliorer son petit plateau de civilisation ici. Et ça va se faire grâce aux dés et grâce au territoire que vous contrôlez. Ici, je pourrais améliorer la piste jaune, qui est en fait combien de petits meeples j'ai le droit d'avoir. Ok. Mais je ne peux l'améliorer d'une case que si j'ai au moins un meeple qui contrôle une zone de cette couleur-là, donc jaune. Ça tombe bien, j'en contrôle même 2. Bon, j'ai pas 2 dés, si à la limite j'avais eu ça, j'aurais pu monter de 2 carrés. Pas mal. Mais bon, j'ai pas fait ça. Mais par contre, je contrôle aussi un pays vert, et donc je vais avancer de 1 sur la piste qui me permet de piocher une nouvelle carte objectif. Vous voyez ici, cette carte objectif, c'est avoir au moins 2 villes sur le plateau en même temps. Voilà. Les villes, comment vous les posez? Vous le voyez ici. Hop, quand j'arrive à un certain stade dans les frises, vous voyez, vous avez un petit dessin de ville, et ben c'est à ce moment-là que vous avez le droit de poser une ville sur un des territoires que vous contrôlez. Et c'est comme ça que vous allez vous étendre. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a plein de petites subtilités. Par exemple, quand vous traversez la mer, bah, ça vous coûte 2 déplacements et non pas 1 parce que ça prend plus de temps. Vous pouvez défausser des cartes pour changer la phase de vos dés. Et vous avez aussi cette phase de dés qui vous rajoute un combattant fictif pour tous les combats de conquête que vous ferez à votre tour. Voilà, c'est extrêmement fluide, vraiment très très rapide et c'est pas trop punitif, je pense que c'est pour ça que je l'aime parce que les unités ne sont pas détruites, elles sont juste rapatriées, mais ça fait un move très très stratégique de certes rapatrier mais pour pouvoir assurer des positions derrière. Voilà, on peut enchaîner au JDR je pense. Allez c'est parti. Actu JDR. C'est horrible comme générique, pourquoi est-ce que je fais ça? Actu JDR qui commence avec une news sympa, c'est la semaine du JDR et Asmodée vous offre ce petit fascicule que vous pouvez venir récupérer gratuitement à la boutique. Donc c'est une action qui a été pas mal relayée par des youtubeurs, par des influenceurs, peut-être notamment l'avez-vous vu chez Nota Bene dans sa vidéo sur les orques, qui est très très bien comme à son habitude, vous allez apprendre plein de choses. Et bien que trouve-t-on dans ce fascicule à venir récupérer à la boutique? Une petite initiation au JDR, donc déjà une belle couverture de Vincent Dutray.
Et puis un petit scénario, des personnages prétirés, des petits conseils, enfin tout ce qu'on aime bien trouver dans un petit fascicule pour aborder le JDR pour les non-connaisseurs, et puis ceux qui connaissent déjà, mais qui ont envie de se faire ce petit scénario, pourquoi pas. Et puis à la fin ça vous renvoie vers d'autres gammes. Je trouve ça très sympa, c'est vraiment une superbe initiative. N'hésitez pas à passer le récupérer à la boutique. Avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire un petit point ici. Alors c'est pas vraiment du JDR, encore que, mais ça a sa place au rayon livre, parce que chez nous le rayon JDR c'est aussi le rayon livre, il y a d'autres choses, avec ces deux bouquins sur Magic the Gathering, donc le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc Légende qui va vous parler de l'histoire de Magic, mais pas tant des cartes en elles-mêmes, un petit peu quand même, mais surtout de l'univers de Magic, avec un focus sur les grandes cartes et les grandes illustrations qui ont plu au travers des âges qui ont forgé l'histoire de Magic. Vraiment très sympa pour les collectionneurs, pour les fans de Magic. Moi Magic j'aime en partie pour les illustrations que je trouve très souvent magnifiques. C'est typiquement le genre de bouquin que je trouve possède un véritable plus. Et puis celui-ci va se focaliser plus sur les sentinelles, donc c'est l'éveil des sentinelles. Les sentinelles c'est un petit peu les Avengers de Magic, c'est un groupe de héros avec des pouvoirs divers et variés qu'on a suivis pendant plusieurs années, qui ont fait toute une saga dans l'univers de Magic qui s'est terminée récemment, et tout ça va donc être référencé avec à nouveau des focus sur des cartes, sur des illustrations, sur des grands moments clés de leur histoire. On va trouver à peu près la même chose ici chez Donjons et Dragons en 2 volumes, hormis que ces petits volumes s'adressent plus aux débutants en fait, pour être très honnête. C'est du conseil JDR, c'est du conseil Donjons et Dragons, c'est du mini-jeu, c'est des petits récaps de cartes, enfin de classes, de personnages, de pouvoirs. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui, pourquoi pas, ont entamé leur boîte d'initiation, l'essentiel, ou ça peut très bien accompagner un achat de l'essentiel. Après, si vous êtes des joueurs de Donjons et Dragons confirmés et que vous avez un petit peu la collectionnite, nul doute que ça aura la place chez vous. Est-ce que je vais arriver à tout remettre comme ça là? Voilà, c'est pas mal. Et donc, le vif du sujet, les nouveautés JDR en tant que telles, avec ce supplément pour Pathfinder seconde édition, le guide des joueurs, règles avancées, parce que au cas où vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'options de personnalisation dans Pathfinder seconde édition, il y en a un petit peu plus. Voilà, quand je dis un petit peu, voilà, il y a une bonne fournée. En même temps que c'est très malin, parce que la force de Pathfinder seconde édition, d'ailleurs Pathfinder première édition également, c'est déjà son travail éditorial, ça je le dis à chaque fois, donc on va en profiter à nouveau, on va se faire plaisir avec les belles illustrations, d'un, son travail éditorial, mais surtout de deux, la possibilité de personnalisation et même d'optimisation, j'ai envie de dire, de vos personnages, parce que déjà dans les livres de base, il y a de quoi faire mais des personnages tellement différents d'un joueur à l'autre. Enfin, c'est typiquement le genre de jeu, il peut y avoir 4 gros barbares bourrins autour de la table en tant que joueur, mais ça peut être 4 gros barbares bourrins très différents, avec des historiques, des dons, des pouvoirs, des attributs très différents. Là-dedans, il y en a une nouvelle fournée, donc avec de nouvelles ascendances, avec de nouvelles classes, avec de nouveaux archétypes. On va aller voir un petit peu les archétypes, moi j'en ai vu des sympas là. Hop là, on va faire un gros saut par ici. Voilà les archétypes, l'acrobate, l'archéologue, l'artiste martial, ça j'aime bien ça, le combattant à 2 armes, le disciple des dragons, l'éclaireur, l'écharpeur, la linguiste, le médecin, enfin bref, il y en a tellement de toute manière, et puis de nouveaux sorts et de nouveaux objets, au cas où ça suffisait pas. C'est tellement complet comme volume. Ils ont à nouveau fait un magnifique travail éditorial, vous l'avez vu avec des illustrations à foison, toujours aussi magnifiques. J'aime beaucoup la gamme Pathfinder pour ça, en plus de son histoire, de son lore, de son univers, de son background qui est très riche. En nouveauté, nous avons également du RuneQuest. Alors RuneQuest, ça se passe dans l'univers de Glorantha. Voilà, parce que il y a 2 semaines, j'avais dit Glorantia, un bon accent français comme ça, en rajoutant des lettres qui n'avaient rien à faire ici. C'est l'univers de Glorantha. Et c'est pas vraiment, donc Glorantha, c'est pas vraiment du médiéval fantastique, parce qu'en fait c'est plus de l'antiquité fantastique. Ok, vous avez saisi l'idée, ça reste quand même de l'héroïque, puisqu'on va incarner des héros, et on va aller très souvent descendre dans des donjons pour aller taper sur des monstres. Qu'est-ce qu'il nous faut quand on fait ça? Il nous faut un bestiaire. Donc un bestiaire qui, là aussi,
est très bien édité, franchement rien à redire, je l'ai un petit peu parcouru cet après-midi, belles illustrations, mise en page très agréable, et puis il y a plein de bestioles que je ne connaissais pas qui sont vraiment typiques de l'univers de RuneQuest. Les gens aiment bien RuneQuest en général parce que ça sort un petit peu des sentiers battus de l'Heroic Fantasy. Ah non, alors lui je l'aime pas du tout. Quelle idée d'avoir fait ça. Voilà, bref, si vous ne connaissez pas l'univers de Glorantha, de RuneQuest, venez un petit peu feuilleter le bestiaire à la boutique, ça vous donnera un petit aperçu. Après, si vous êtes convaincu, si vous l'avez déjà à la maison, un bestiaire, c'est toujours agréable. On a terminé l'actualité JDR en termes de sortie, mais il y a encore un petit peu d'actualité. Vous le savez peut-être, à Cannes, le festival de Cannes, le FIGE, le Festival international du jeu, il y a une autre remise qui se fait un petit peu en parallèle. C'est la remise du Graal, et donc c'est ça met à l'honneur du jeu de rôle en 3 catégories. Les catégories sont création francophone, son création internationale et réédition. Donc la réédition qui a gagné cette année, c'est Worm, mais Worm on l'a pas là proposé, alors je peux pas vous le montrer, mais vous le savez, c'est Worm, donc en réédition. En création internationale, c'est Things from the Flood. Je suis super content parce que j'adore cette gamme, j'ai adoré Tales from the Loop, et Things from the Flood, c'est la suite dans les années 90, et au lieu de jouer des enfants donc dans les années 80 qui explorent, qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux, on joue des ados, et ça devient beaucoup plus sérieux parce que maintenant nos personnages ils peuvent décéder, ce qui n'était pas le cas auparavant, et puis il va y avoir toutes les histoires de lycée, les différents gangs qui vont s'affronter, les amourettes, de quoi faire des bonnes tranches de vie dans votre JDR. Moi j'adore ça, ça fait vivre un JDR avec un univers hyper original. Et le gagnant de la création francophone, c'est l'Empire des Cerisiers de Olivier Sanfilippo, qui nous a fait une petite dédicace, qui nous fait un petit coucou dans la vidéo de Cannes que vous allez prochainement regarder, ou vous avez peut-être regardé déjà, ça dépend dans quel ordre vous regardez et quel jour. Et c'est aussi du Arcane Asylum. Donc là, Arcane Asylum, ils se sont très bien positionnés. De toute façon, ils font du super boulot. Moi j'adore Arcane Asylum, et surtout je trouve qu'ils brillent quand ils font des créations originales avec des univers très originaux, parce qu'ils ont tendance à beaucoup récupérer des univers déjà existants. Dune, Alien, alors pas de problème, franchement Dune et Alien en termes de JDR c'est génial, mais là avec Things from the Flood et l'Empire des Cerisiers, on est sur des univers qui ont titillé votre imaginaire, et bravo à eux. On termine tout ça avec de la grosse boîte. Alors c'est pas du JDR, mais nous les grosses boîtes, elles sont dans l'espace JDR. On commence avec Gloomhaven, les mâchoires du lion. Les mâchoires du lion pour Gloomhaven, c'est une boîte qui est très très maligne, parce que si vous trouviez que Gloomhaven c'était beaucoup trop gros, que c'est pas possible, ça prend trop de place, j'aurais jamais le temps de tout finir, là c'est une version un peu light, c'est un standalone de Gloomhaven. Vous pouvez très bien y jouer sans avoir la boîte de base, et c'est une aventure complète dans l'univers de Gloomhaven, avec les règles de Gloomhaven, mais voilà, je vous l'ai dit, en plus light, en plus condensé. Et si jamais vous êtes plutôt de l'autre côté de la lumière, et vous vous dites ah non mais Gloomhaven c'est trop court, on l'a fini vraiment trop vite, Gloomhaven, il n'y a pas assez de contenu. Alors si vous tenez ce discours, tenez-moi informé parce que j'en connais très peu, parce que Gloomhaven c'est hyper complet. Au cas où, cette boîte elle sert d'extension, d'accord? Donc votre boîte de base, si vous l'avez déjà terminé, parce qu'il est sorti il y a un petit moment, mais je pense que vous le terminez là récemment, on peut dire que vous l'avez déjà terminé, il y a du contenu supplémentaire, donc surtout, n'hésitez pas à compléter la gamme Gloomhaven. Et la dernière boîte, cette grosse boîte, il est refait là, HeroQuest. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie pouvoir tenir une boîte de HeroQuest neuve. Ça tenait du fantasme. Voilà, je le fais sous vos yeux ébahis. J'en avais déjà parlé pour la sortie de Herune, parce que forcément la filiation entre ces deux jeux se fait. On est sur du dungeon crawler très classique en fait, mais c'est tout ce qu'on lui demande, à part que il y a un joueur qui va jouer le grand méchant, il y a un joueur qui joue le méchant du donjon, qui va jouer tous les personnages, les ennemis, les squelettes, les démons et autres, mais qui aussi a des petits pouvoirs, va placer des pièges. Et ce qui est génial dans HeroQuest, c'est qu'il y a certes une campagne qui vous est fournie, mais surtout il y a tout le matériel pour aller créer vos propres aventures. Et on peut très bien se dire ok, là vendredi soir on se fait une petite partie, je vous ai préparé un petit donjon, vous allez m'en dire des nouvelles, et c'est parti, on se fait ce petit donjon en one shot. Et c'est aussi la force de HeroQuest, il y a la place à l'imaginaire, au petit one shot, et puis on peut quand bien même se faire des super campagnes qu'on va s'échanger entre joueurs aussi. Moult figurines, plus de 70 figurines, d'où la taille de la boîte évidemment. Donc voilà, Herune est là, et en même temps il y a Papa qui est de retour, HeroQuest est là. Bien sûr. Et on repasse de l'autre côté. Et re-salut, je suis là pour vous présenter
la dernière extension jeu de base dans cette gamme de jeux qui s'appelle Unmatched. Ici on retrouve le petit chaperon rouge et Beowulf. Alors ça c'est une boîte duo un peu comme qu'on avait eu, je le montre rapidement ici, hop, hop, comme celle-ci, voilà. Si vous avez des boîtes de base où il y a du coup 4 héros à l'intérieur, là vous n'en avez que 2. Avant cette boîte là c'était Robin des Bois et Bigfoot, maintenant vous avez une nouvelle petite boîte avec petit chaperon rouge et Beowulf. Qu'est-ce que c'est Unmatched? En fait c'est un jeu d'affrontement. On va se taper sur la gueule. On va en fait avoir chacun un paquet de cartes qui correspond à la figurine qu'on joue. Ici un paquet de cartes pour le chaperon rouge et un paquet de cartes pour Beowulf. Un plateau sur lequel on va pouvoir se déplacer. À chaque tour on a le choix entre se déplacer et jouer des cartes. Les cartes ça va se défendre, à taper, à faire des actions spéciales. C'est très malin, ça fait un côté un peu ce jeu, le chat et la souris en fait, qui se cherchent comme ça, qui vont se taper évidemment. Chacun des personnages va avoir une petite particularité, notamment dans la première boîte, vous avez Alice qui peut devenir grande et avoir beaucoup plus d'attaque, et du coup devenir petite pour avoir plus de défense. Vous avez dans l'autre boîte avec l'homme invisible qui lui utilise ses brouillards pour justement semer les pistes, également Dracula qui se servait de ses sœurs pour aller vampiriser tout le monde, Robin des Bois qui avait des attaques à distance évidemment, Bigfoot qui est pas là pour jouer aux cartes mais plutôt pour vous défoncer la tronche à coups de bois. Bref, c'est un jeu de défonce, c'est vraiment on va se taper dessus. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Smash Up dans le genre combo de cartes, mais en fait c'est vraiment, littéralement je le compare à Smash Up parce que c'est un jeu de combo de cartes littéralement plus qu'un jeu de figurines. C'est un jeu très très cool. Si vous ne connaissez pas la gamme Unmatched, sachez que vous pouvez vous y intéresser parce qu'en fait tout est combinable en fait, un petit peu comme Villainous. Voilà, donc, des petites boîtes de base, des grosses boîtes de base, tout combiné, des méga boîtes de base. Allez, pousse-toi. Recoucou! Tribunal 1920. C'est un jeu basiquement de morpion. Regarde, filme-moi ce plateau que je vous explique. Comment est-ce qu'on gagne à ce jeu? C'est très simple. Il va gagner 3 manches. Et comment est-ce qu'on gagne une manche? En arrivant à aligner 3 pions de ma couleur. Voilà, donc vous dites, mais c'est tout? Mais c'est nul? Non, il se place plein de choses pour pouvoir poser ces pions. Je m'explique rapidement, on va jouer chacun notre tour. Nous avons des cartes en main comme ceci qui représentent des districts en fait, hein, Parce que si je dis New York, je dis des bêtises, non c'est bon. Non. Manhattan, Bronx, on est dedans. Avec donc toujours un petit symbole et puis le nom du district. Au début de votre tour, vous allez piocher une carte, vous allez la rajouter à la main, et vous allez pouvoir faire différentes choses avec ces cartes. Vous allez pouvoir soit vous poser sur le plateau ici, mais par exemple si je veux me poser sur cet emplacement, il me faut 2 symboles de petits livres comme ceci, puis un symbole d'œil. Ou alors là il me faudrait 2 yeux, vous comprenez le principe. À part que je peux bluffer. Et c'est ça tout l'intérêt de ce jeu. Je peux très bien, dire voilà, je me pose ici, enfin je veux me poser ici à mon adversaire, et là mon adversaire soit il me dit bah oui vas-y, voilà, il me laissera probablement pas faire, je ne sais pas, ça dépendra de l'avancement de la partie, soit il me dit que je bluffe, et effectivement je peux bluffer, dire oui effectivement je peux pas te prouver que j'ai ces cartes là, donc je bluffe, et là c'est mon adversaire qui se place là où il le souhaite, soit en fait j'avais bien les cartes en main, je vais les défausser, les mettre de côté et je vais pouvoir quand même me placer là où je veux. Et je vais refaire ma main du même nombre de cartes que je me suis défaussé. Alors on peut se placer ici sur le petit morpion, on va gagner en diagonale ou en orthogonale, mais je pourrais aussi me placer hop là, sur l'un des districts ici. À quoi ça sert? En fait quand vous allez vous poser sur un district, vous allez gagner un petit pouvoir. Donc par exemple quand je me déplace ici, je vais payer un pot de vin, ce pot de vin me permet de mettre un jeton noir et clac, alors c'est pas un bon endroit mais clac par exemple, je peux bloquer un emplacement. Mais en plus, si jamais il y a égalité ici, ça peut arriver souvent l'égalité dans le morpion, c'est quand même un jeu qui est très prévisible, et bien c'est le joueur qui est placé le plus haut ici sur la piste des districts qui gagne, sachant qu'il y a le dernier lieu, Manhattan, qui lui vous donne pas de pouvoir, mais vous êtes sûr de gagner en cas d'égalité. À chaque fois qu'un joueur perd une manche, on reset tout ça, à part que vous allez pouvoir vous placer, vous le perdant, sur l'un des districts de votre choix, puisqu'en fait ces districts-là, vous voyez, ils n'ont pas de symbole. Pour s'y placer, il faut 3 cartes du district. 3 cartes du district, sachant que le nombre maximum de cartes en main, c'est 4, c'est pas gagné. Vous voyez, par exemple là, le Queens, le pays de notre cher ami Spider-Man, je suis pas prêt de l'avoir, sauf si j'ai mon personnage dessus, ça ne me coûte que 2. Donc pour récapituler, Tribunal 1920, c'est un jeu de placement, de positionnement, de cartes, mais surtout de bluff. Et vous allez aussi compter les cartes, parce que comme je vous l'ai dit, lorsqu'on arrive à placer nos cartes, si on était accusé à tort, on va défausser les cartes, on va faire tourner les cartes, et on va pouvoir estimer de plus en plus les cartes qui vont rester en jeu ou pas. Moi, c'était un petit coup de cœur, je ne l'attendais pas du tout ce jeu, et première partie, convaincu tout de suite, parce que des petits jeux de bluff, de positionnement à 2 joueurs, il n'y en a pas beaucoup, et ils marchent à merveille. On va décaler par ici.
parce que nous avons reçu ceci, et ça aussi ça me fait très plaisir. Il y avait déjà eu donc les 2 premières boîtes de Dice Fun qui étaient sorties, on vous en avait parlé, on avait fait un petit jeu dessus, et bien là il y a les 2 autres boîtes qui sont sorties. Alors excellente surprise hein, parce qu'il devait y en avoir l'une puis l'autre, et puis finalement les 2 sont arrivés en même temps à la boutique. Dice Fun, je le rappelle, c'est ce jeu de duel, mais il y a un mode de jeu à plus de joueurs, dans lequel on va s'affronter à base de yams. Vous allez jeter des dés suivant les phases de vos dés, vous allez pouvoir activer des compétences qui correspondent à vos personnages de manière très thématique, et vous allez pouvoir aussi accompagner tout ça de cartes pour réduire les points de vie de vos adversaires à 0. Les nouveaux personnages sont... Dans cette boîte-ci, la boîte numéro 3, la pyromancienne contre le voleur de l'ombre, qui est mon personnage préféré. Pyromancienne qui va monter en puissance petit à petit pour faire de grosses attaques. Donc il va falloir faire en sorte que ces grosses attaques elles touchent l'adversaire, tant qu'à faire, parce que il faudra sinon à nouveau charger votre énergie. Mais on fait aussi des petits dégâts sur le feu, des dégâts sur la durée. Des dégâts de feu, voilà, vous vous en doutez. Voleur de l'ombre, alors lui il fait tout, il fait le café, il est totalement multifonction, il peut esquiver les coups, il peut piocher des cartes, il peut voler des cartes, il peut faire des dégâts, il peut empoisonner, mais il fait tout bien un peu. Il va falloir vraiment être très malin et utiliser les bons effets au bon moment. Le Tréon très sympa, très technique, va invoquer des créatures, des petites créatures comme ceci de la forêt, et va pouvoir soit les sacrifier pour bénéficier d'effets, soit s'en servir pour combattre. Et pour terminer, le ninja qui est le plus accessible des 4, le ninja ou la ninja même, qui tape de manière assez frontale, qui a aussi un petit peu de poison, un petit peu d'esquive. Je la rapprocherai, malgré la thématique de la barbare, donc enfin, du barbare, très accessible, très facile à prendre en main, un poil plus technique. Bref, si vous avez aimé les 2 premières boîtes, vous allez être très heureux comme moi de découvrir ces 2 nouvelles boîtes. Et on va passer derrière le comptoir. Il est où? Bonsoir. J'étais occupé à réviser mes règles pour le jeu du doigt. Vous ne connaissez peut-être pas le jeu du doigt? Oh là là, ça a l'air dur. Non, c'est super simple le jeu du doigt. En fait, le but du jeu, c'est très simple, c'est un jeu d'ambiance. On va être plus ou moins entre 2 et 5 joueurs en fait autour de la table, et chaque joueur va poser son doigt sur une carte et va donner un chiffre qui là correspond entre le nombre de doigts possible au maximum, donc entre 0, 1, 2 et 3 là pour le coup. Ce qui se passe quand je vais annoncer un chiffre, je vais essayer de faire en sorte que le chiffre que j'annonce soit le nombre de doigts qui seront toujours posés sur la carte. Sauf que quand j'annonce un chiffre, les joueurs peuvent décider, moi inclus, de retirer leurs doigts. Donc je donne un exemple. Ici, je vais donner le chiffre 2. Oh, trop fort. Il se trouve Oh que non Merci Antoine. Ouais, j'ai craqué. Il se trouve que j'ai dit 2, et donc effectivement il y a encore 2 doigts, je gagne la carte. Mais encore mieux, il y avait une carte ici qui indique un chiffre. Si ce chiffre-là correspond également au chiffre que j'ai énoncé, je récupère également la carte. Trop À fort. la fin de la partie, il n'y a plus de cartes. Et donc du coup, celui qui a le plus de cartes l'emporte. C'est tout con. 3. Mais qu'est-ce que c'est? Laissez 0. tranquille. Les gens ne veulent plus voir ça. Ils ont vu ce jeu-là, ils se sont dit mais il me le faut. C'est un jeu du doigt, c'est super simple, c'est efficace. J'explique en 2 secondes, j'y joue pendant toute la soirée. C'est efficace, c'est le jeu du doigt. C'était les Lumberjacks. Et oui, Lumberjacks, c'est qui déjà? C'est Trek 12? Entre autres. Ouais, entre beaucoup d'autres. Là, je m'adresse pas aux gens de jeux d'ambiance, là, je m'adresse à des gros pros. Pourquoi? Parce que il y a aussi du Pokémon. Et ouais. Et le Pokémon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est plein de petites tin box qui arrivent en métal. En plus de ça, bon là c'est vrai que ça fait un peu collection, mais il y a aussi pour les joueurs, on a 2 paquets. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti ce format-là, donc vous avez le choix de celui-ci ou de celui-ci. Mais vous avez également, si vous n'avez pas à choisir entre les deux, le pack qui regroupe les 2. Voilà, donc ça c'est Les pour indécis. Pokémon. Vous avez également toujours dans le Pokémon, parce qu'on a fait ça, je le précise maintenant, je n'ai pas encore reçu les ETB de la dernière édition Star Étincelante. Les ETB ça arrivera un peu plus tard, il y a toujours du retard sur les ETB. Mais on a quand même les triple boosters. Ça peut être cool aussi. Et il y en a 2 Il est types. mignon. Voilà. 2 triple boosters ici. Ils sont mignons. Et Il a une frange, non? oui, parce que c'est Givrali. Givrali. Il a une frange. Je le sais pas. Voilà. Et vous avez également les nouveaux coffrets de Givrali et de Filali. Il a vraiment une frange avec 2 petites Oui. couettes. Ça me C'est la perturbe mode. pas. Même les Pokémon sont à la mode. Voilà, ça c'est le petit derrière le comptoir. Petit pour Pokémon et pour vous présenter également le jeu du doigt. Je crois qu'on a tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'on n'a rien oublié, on a été assez tranquille parce qu'au final on a récupéré de la semaine dernière et les petites nouveautés qu'on a reçues là. On vous dit du coup à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.